Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des deux scandales majeurs qui concernent aujourd'hui Emmanuel Macron à 2 semaines et demie du premier tour de l'élection présidentielle. Deux scandales majeurs qui permettent de caractériser en partie la France comme une république bananière. Deux scandales majeurs qui ne donnent lieu à absolument aucune réaction de la magistrature française, alors que nous sommes en présence de graves et lourds soupçons d'infraction pénale. Cette magistrature qui n'avait pas eu autant d'égards vis-à-vis de François Fillon en 2017, puisque pour une affaire d'une importance très relative, on avait assisté à une procédure absolument fulgurante, une campagne de presse alimentée par des violations du secret de l'instruction et de l'enquête, et opération fulgurante qui avait permis opération judiciaire fulgurante qui avait permis la disqualification politique de François Fillon et l'élection d'Emmanuel Macron qui semblait être ardemment souhaitée par la magistrature, enfin la partie de la magistrature qui fut à ce moment-là à la manœuvre. J'y reviendrai en fin des explications. Les deux sujets que je souhaiterais aborder sont tout d'abord la fameuse affaire Alstom et ensuite l'affaire McKinsey, dont le scandale qui vient d'éclater est plus récente. Alors, donc, l'affaire Alstom, on se rappelle peut-être que c'est une opération qui a permis le dépeçage et la vente à l'étranger d'un des fleurons de l'industrie française qui fabrique des matériels de transport extrêmement importants et surtout les turbines de l'énergie nucléaire de nos centrales, qui est l'outil, cette énergie nucléaire, de notre indépendance énergétique gravement mis à mal actuellement. Alors, l'affaire Alstom, c'est d'abord l'application par les États-Unis d'un espèce de privilège insupportable qui consiste à dire, à partir du moment où vous vous servez, vous utilisez pour vos dépenses, pour vos gains, le dollar, notre monnaie, ben, nous avons le droit de considérer que vous êtes justiciable de nos tribunaux. Hein, et si jamais, même si aucune opération n'a été faite sur le territoire américain, si jamais vous passez à portée de nos filets, eh ben, on vous arrête et on vous met en prison. C'est ce qui est arrivé à un des cadres d'Alstom. Des entreprises françaises se sont trouvées confrontées à d'énormes amendes. Donc, il a fallu malheureusement accepter la pression qui a été faite à ce moment-là par les États-Unis et la Commission européenne, qui fut son fidèle relais, contre ce fleuron français. Alors, dans un premier temps, la France s'est défendue. Quand Arnaud Montebourg était, et je le reconnais, ce fait-là, quand il était ministre de l'économie, il avait essayé de défendre l'entreprise, mais dès que Emmanuel Macron est arrivé de l'Élysée, où il était secrétaire général adjoint, dès qu'il est arrivé au ministère de l'économie, il a participé au dépeçage, participé au démantèlement, hein, et la France s'est retrouvée ainsi dans une situation où un de ses fleurons industriels essentiels pour son indépendance énergétique lui a été retiré. Alors, je cite Emmanuel Macron parce que un peu tout le monde regarde ailleurs. Je pense en particulier à l'ineffable François Hollande, qui vient de dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé et que Emmanuel Macron a agi dans son dos. Je pense que tout ça, c'est totalement mensonger et que ces élites françaises savaient très bien ce qu'elles faisaient. Alors, sur le point précis qui pose aujourd'hui un problème, qui serait normalement susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires ou au moins à des enquêtes et des instructions, c'est la façon dont Emmanuel Macron a traité, en partie, hein, bien sûr, a traité le problème. Lorsqu'il était à Bercy, Arnaud Montebourg avait nommé des cabinets de conseil, d'avocats, etc., pour défendre Alstom contre les assauts qu'il subissait. Donc, un certain nombre de ces cabinets d'avocats ont fait un travail très important qui a été rémunéré, qui a été honoré. Dès que Emmanuel Macron est arrivé à Bercy, ces cabinets ont été écartés, leur mission, il y a été mis fin et on en a nommé d'autres.
Il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, qui a été présidée par Olivier Marleix, qui est un député LR. Et il a constaté avec effarement, c'est dans le rapport de la commission d'enquête, il a constaté avec effarement que à partir du moment où ce sont les amis choisis par Emmanuel Macron qui sont arrivés comme conseil de Alstom, alors que l'émission était déjà finie, et parmi ses amis, on trouvait son ancien employeur, c'est-à-dire la banque d'affaires Rothschild, eh bien, ces gens-là ont perçu 160 millions d'euros pour des missions qui avaient déjà été accomplies par les cabinets précédents. 160 millions d'euros. Et Olivier Marleix a enquêté là-dessus et il s'est aperçu que tous ceux qui s'étaient gavés, eh bien, on les a retrouvés parmi les gros contributeurs et parmi ceux qui ont animé la campagne de contribution à la campagne précisément électorale pour la présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y a vu, avec certains de ses collègues, un risque lourd de corruption, c'est-à-dire qu'on a perçu un certain nombre de sommes et de la part d'un décideur public. Alors, ce n'est pas Emmanuel Macron et le ministère qui payaient, c'est ça qui a permis d'éviter qu'il y ait des appels d'offres, c'est Alstom qui a choisi. Quand je dis Emmanuel Macron, bien évidemment, sur les indications d'Emmanuel Macron, et à ce moment-là, on se pose la question de savoir comment se fait-il que tous ces gens qui ont touché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent se sont-ils retrouvés comme contributeurs, comme facilitateurs pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. En bon français, ça s'appelle un risque de corruption, c'est-à-dire qu'on donne un avantage et en contrepartie, pas nécessairement en même temps, en contrepartie, on règle un certain nombre de choses sous quelque forme que ce soit. Ça peut être du numéraire, ça peut être de l'argent, mais ça peut être des appuis, ça peut être des services, etc. Et donc, Olivier Marleix, qui n'est pas un fantaisiste, il s'est dit, il y a un problème là, il y a un problème de corruption, donc il a saisi le parquet de Paris. Rien. Ça fait 4 ans et demi, rien. Il ne s'est rien passé. Un jour, la titulaire du poste de procureur général à la Cour de Paris, Madame Champrenault, magistrate très, très, très proche du Parti socialiste, a été interrogée dans le cadre d'une autre commission d'enquête. Il lui a posé la question. Elle a été d'une désinvolture méprisante pour lui dire qu'elle n'avait aucun souvenir de ce dossier. Elle n'avait naturellement aucun souvenir de ce dossier. Il faut quand même rappeler qu'il s'agissait de sommes considérables et qui mettait en cause le président de la République en exercice à ce moment-là. Non, elle ne se rappelait plus. Toujours est-il que malgré les efforts, malgré les relances d'Olivier Marleix, cette affaire dort paisiblement dans les placards du parquet de Paris. Le PNF, naturellement, ne s'en est pas saisi. Rappelons par qui il a été créé, par François Hollande, et rappelons aussi qu'après avoir permis l'élection d'Emmanuel Macron en disqualifiant François Fillon, rappelons qu'il a quand même été d'une mansuétude extraordinaire pour tous les amis et les collaborateurs d'Emmanuel Macron qui ont eu quelques soucis, sachant qu'on ne va pas revenir ici sur la liste assez importante de ces personnes qui n'ont pas à se plaindre de la célérité de la justice, au contraire de ce que peut penser François Fillon. Alors ça, c'est le premier point. Il va falloir quand même qu'un jour, on revienne et qu'on sache ce qui s'est passé et qu'on sache pourquoi les affaires se sont passées de cette façon-là et surtout qu'on n'écoute pas quelqu'un qui est allé au bout de la trahison. Au bout de la trahison, au bout du reniement, je pense à Jean-Pierre Chevènement, parce qu'il faut quand même rappeler que Alstom avait son siège, enfin pas son siège, mais avait ses établissements à Belfort, dans la circonscription qu'il a occupé pendant toute une partie de sa vie politique, eh bien, après que Alstom ait licencié 1000 personnes en contradiction avec les engagements, Alstom Amérique, en contradiction avec les engagements qui avaient été pris au moment du rachat d'Alstom, eh bien, Jean-Pierre Chevènement a reçu Emmanuel Macron devant les caméras à Belfort en lui disant « On a été très injuste avec vous dans l'affaire Alstom ». Alors que tout le monde sait très bien à quoi s'en tenir. Certains avancent le prétexte de l'âge. Je pense que malheureusement, c'est l'absence
et de principe et de morale qui amènent aujourd'hui à prendre ce genre de position. Je rappelle au passage que M. Chevènement soutient Emmanuel Macron à l'élection présidentielle 2022. Ça, c'était le premier point, l'affaire Alstom. Il y a l'affaire McKinsey. Alors, l'affaire McKinsey, elle démarre en fait d'une certaine façon, elle trouve son acuité avec le problème de la commission d'enquête parlementaire, toujours, hein, un parlement qui fonctionne, ça peut être utile, la commission parlementaire sénatoriale d'enquête sur l'usage par l'État français de cabinets de conseil, en général étrangers, pour accomplir des missions qui devraient relever normalement de la haute fonction publique d'État. Hein. En 2021, 1 milliard d'euros, pas loin, hein, pas loin d'1 milliard d'euros, ont été dépensés pour confier des missions parfois absurdes par leur inutilité. Hein. Par exemple, McKinsey a eu un contrat de 500 000 euros hein, qui lui faisait obligation d'organiser pour le compte de l'éducation nationale, hein, un séminaire pour réfléchir aux évolutions du métier d'enseignant au sein de l'éducation nationale. Je crois que c'était ça le libellé, peut-être pas tout à fait, mais c'est pas important. Donc, on a tout d'un coup eu les éléments concrets hein, permettant d'appréhender cette donnée. Et le cabinet McKinsey s'est taillé la part du lion dans ses dépenses, hein, et on a vu un certain nombre de contradictions d'intérêts, on a vu un certain nombre d'accointances plus ou moins déplaisantes, par exemple que le président du Conseil constitutionnel avait vu son fils être un des patrons de McKinsey, ce qui, sur le plan juridique, je n'en sais rien, ne pose peut-être pas de problème, mais sur le plan moral et politique, un très sérieux problème. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui pour McKinsey, au-delà de l'utilisation massive et le versement de sommes colossales de fonds publics, bien évidemment, à ces cabinets de conseil, en particulier à McKinsey, c'est qu'on vient de s'apercevoir que McKinsey ne payait pas d'impôts sur les bénéfices, d'impôts sur les sociétés en France. Bon. Donc, on se dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, les responsables, et je pense en particulier à Bruno Le Maire, ont joué les étonnés pour mentir en disant que, ou en jouant sur les mots d'ailleurs, hein, en disant que McKinsey payait des impôts en France, etc. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que McKinsey, qui fait un chiffre d'affaires tout à fait considérable, en France, qui a 600 salariés, qui travaillent pour de la commande privée, bien évidemment, mais pour la commande publique, ne paie pas d'impôts sur les bénéfices. Je me répète, où est-ce qu'il les paye, ces impôts sur les bénéfices? Il les paye au Delaware. Le Delaware, c'est un État américain qui est un paradis fiscal. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Hein, c'est le pire. C'est un des pires paradis fiscaux du monde. Eh bien, et comment fait McKinsey? Eh bien, il fait ce qu'on appelle des transferts de prix, c'est-à-dire qu'il envoie l'argent là en prétendant qu'il a des contraintes, qu'il y a des éléments de charge qui relèvent des sociétés de Delaware et que la société française peut imputer, etc. Et on se retrouve avec un bénéfice de 0. Donc, c'est effectivement possible de faire ces transferts de prix, mais à condition qu'ils soient justifiés et à condition qu'il soit équilibré quant à l'activité de la structure dans notre pays. Donc, bien évidemment, et lorsqu'on regarde ce que produit Bercy, ce que produit le ministère des Finances sur le plan des directives fiscales, la moindre des choses, ce serait d'enquêter avec précision sur ce qui se passe. Rien du tout. On ne sait pas. Hein. Il y a donc pour le moins un soupçon assez lourd de fraude fiscale, et peut-être qu'il serait intéressant que l'administration lance des procédures. Mais il serait peut-être intéressant aussi parce qu'à ce niveau de scandale, enfin, écoutez, qu'est-ce que ça signifie? À ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur la façon dont ça s'est passé. Alors, parce que, si vous voulez, c'est quand même inouï que le ministère des Finances, qui est celui qui paye, les ministères français qui passent des appels d'offres avec McKinsey, hein, dans les procédures d'appel d'offres, le titulaire doit justifier du respect de ses obligations fiscales. Donc, tous ceux qui ont acheté du McKinsey savaient
qu'ils ne payaient pas d'impôts en France. Je suis désolé, nous avons un problème avec la haute fonction publique, avec les politiques qui ont fait ces choix. Comment se fait-il que pas un n'ait été interpellé par le fait que cette entreprise, qui est devenue le partenaire privilégié de l'État français, ne paie pas ses impôts en France? Alors, effectivement, l'administration fiscale devrait se pencher avec assiduité sur ce problème, mais il y en a un deuxième. C'est que, effectivement, le patron de McKinsey, lorsqu'il a été auditionné par la commission d'enquête sénatoriale, il a dit, je n'ai pas la phrase ici, mais on la trouve très très facilement dans la presse, il a dit nous payons nos impôts en France, au point qu'on est confronté de nouveau à une déposition qui pourrait s'avérer mensongère devant une commission d'enquête parlementaire. Eh bien, désolé, en droit français, en droit pénal français, ça s'appelle un délit de faux témoignage. Eh bien, on a un risque de fraude fiscale, un risque de complicité de la part d'un certain nombre de personnes qui sont là pour faire respecter les dépenses publiques. Je pense effectivement dans l'administration, on a des faux témoignages éventuels. Tout ça est au conditionnel, bien évidemment. Mais ça mériterait quoi? Pour clarifier, pour restaurer une confiance, s'il n'y a rien à se reprocher, ce que personnellement, je ne crois pas, eh bien, il faudrait qu'il y ait des enquêtes préliminaires pour le moins. Il faudrait qu'il y ait des informations judiciaires pour le moins. Et là, notre cher PNF, eh bien non, le PNF, il ne bouge pas. 160 millions d'euros pour Alstom, ça ne le gêne pas. Des dizaines de millions d'euros d'impôts qui disparaissent, ça ne le gêne pas. Ah si, lui, il est très actif. Il a reçu l'ordre de Mediapart, qui a lancé une fatwa médiatique contre Fabien Roussel pour un soi-disant emploi d'attaché parlementaire qui aurait été fictif. Et là, naturellement, immédiatement, on a ouvert une enquête préliminaire et on l'a annoncé. Chacun sait très bien que Edwy Plenel joue le rôle d'un parquet privé dans notre pays. Donc, mais en revanche, en ce qui concerne les réels scandales, qui devrait être de nature, effectivement, à mettre en cause le fonctionnement de la République depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, eh bien là, on ne bouge pas. Et c'est la troisième observation que j'entends faire. La France a aujourd'hui un réel problème avec sa magistrature. Il y a un livre qui vient de sortir, qui a été signé par Marc Le Plongeon du Point, Monsieur de Cugis, qui est au Parisien Libéré, et qui décrit le fonctionnement de cette justice, la haute fonction publique judiciaire. Je dois dire que moi, j'avais tiré parmi les premiers avec mon livre l'année dernière, Une justice politique. Eh bien, écoutez, là, ça va plus loin. Et puis, il y a Éric Chotel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui fait une critique très charpentée, très argumentée sur le poids politique qu'a pris la justice française et par conséquent, compris les magistrats qui défendent aujourd'hui des intérêts directement politiques et qui couvrent parfois des intérêts personnels. C'est, si vous voulez, ce problème qui effectivement s'articule avec les scandales. J'en ai cité que deux. Ce problème de la passivité de la magistrature, voire de sa mansuétude complaisante, eh bien, c'est celui qui permet aujourd'hui de qualifier notre République. Je n'ai pas dit dans sa totalité, loin de là, mais en ce qui concerne ces élites, de qualifier notre République de République bananière.